Bon, eh bien je ne compte pas la dernière fois qu'il a fait aussi beau quand j'ai filmé une vidéo. Et salut par ici, j'espère que vous allez bien. Oh là là, ça me fait tellement plaisir de filmer aujourd'hui. On est toujours au mois de janvier quand je filme. Est-ce qu'on est toujours au mois de janvier quand je publie? Rien n'est moins sûr. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un premier update lecture de 2024. On se retrouve pour que je vous parle de 5 lectures, de 5 lectures que j'ai faites en fin et en début d'année, parce qu'il y a une lecture que j'ai faite fin 2023, et puis les autres, c'est des lectures du mois de janvier. Ce sont 5 lectures qui ont, pour la plupart, été plutôt bonne. Il y a juste une petite déception, mais que j'ai envie de nuancer parce que je pense que c'est un livre où il n'y a pas tout à jeter. Mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que 2024 commence sur les chapeaux de roue, parce qu'en janvier, j'ai lu pas mal. J'ai lu des graphiques et du roman, mais là je vais vous parler que de roman. Et il n'y a pas eu vraiment de grosses déceptions, donc je suis plutôt content de ce premier mois de l'année. Et on commence tout de suite. Alors, on va commencer avec un livre donc que j'ai lu au mois de décembre 2023 dans le cadre d'une lecture commune, mais pas une lecture commune que j'ai organisée, puisque c'est une lecture commune qui se déroulait pour le book club de Paper Palace. Et en décembre, elle nous a proposé de lire Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Enriquez. C'est un recueil de nouvelles. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Mariana Enriquez, mais c'est l'autrice de ce qui est maintenant, je pense, un de mes livres favoris. D'ailleurs, je crois qu'il est... Ah oui, il est juste là. Hop. L'autrice donc de Notre part de nuit, qui a été vraiment un coup de cœur monumental, livre que j'ai lu je crois fin 2022 et voilà, qui a été une révélation. Notre part de nuit, c'est donc un recueil de 11 nouvelles, 11 nouvelles plus ou moins longues, parce qu'il y en a certaines qui font genre une bonne trentaine voire quarantaine de pages, et il me semble que la plus courte fait 3 pages, donc vraiment il y en a pour tous les goûts. Enfin il y en a pour tous les goûts, pas exactement, parce que si vous n'aimez pas l'horreur, pas sûr que ça va vous plaire. Dans ces 11 nouvelles, Mariana Enriquez nous plonge dans l'Amérique du Sud, plus particulièrement en Argentine, et elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, elle nous plonge dans donc 11 nouvelles horrifiques, toutes assez différentes au niveau des thématiques de surface, mais qui au final nous parlent bien souvent des mêmes choses, de la manière dont l'homme peut être cruel, la manière dont le mal peut engendrer le mal. Elle surfe toujours sur cette lisière de l'horreur un peu gore, mais elle y plonge jamais complètement. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des seuls points négatifs de ce livre, c'est que moi j'aime bien quand je lis des nouvelles horrifiques, j'adore quand elles s'arrêtent au moment du climax, vraiment, où on se dit « Ah mon Dieu, c'est horrible !» Genre, on est au bout du bout. Et je trouve que Mariana Enriquez, à chaque fois, elle s'arrête juste avant. Donc on est vraiment dans une montée en tension, et elle s'arrête juste avant l'explosion. Et donc il y a plusieurs fois où je me suis dit, putain c'est con parce qu'il manque peut-être une page, un paragraphe, qui va nous plonger à fond dans l'horreur. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu nous couper l'herbe sous le pied. Alors que je trouve que voilà, il y a 2-3 nouvelles où elle s'arrête un petit peu trop tôt. Néanmoins, il y en a quelques-unes qui sont vraiment parfaites et qui m'ont fait si peur, mais en même temps j'ai adoré ça. Je pense particulièrement, pour celles et ceux qui l'ont lu, à la nouvelle où on va suivre une jeune femme qui va remarquer, grâce au grillage de son jardin, de son patio, qu'il y a un enfant enchaîné chez le voisin, et elle va commencer à mener sa petite enquête. Vraiment, celle-ci, elle se termine pile au moment où il fallait la terminer. Mais en ce qui concerne les autres nouvelles, voilà, il y en a certaines où j'ai été un petit peu plus frustré, mais dans l'ensemble, ça a été une très bonne lecture. Moi qui ai souvent un petit peu de mal avec le format nouvelle, je remarque que j'apprécie vraiment quand ce sont des nouvelles horrifiques. Et ça me donne encore plus envie de lire Soul Slow de Julia Armfield, qui est dans ma liste des lectures que je dois faire pour cette année 2024, parce que c'est là aussi un recueil de nouvelles d'horreur, et je pense que vraiment sur ces thématiques un peu horrifiques, j'adore vraiment ce format très court. D'ailleurs, pour remettre un petit peu en parallèle Ce que nous avons perdu dans le feu et Notre part de nuit, j'ai trouvé ça très intéressant parce que il y a une novella qui connecte un petit peu ces deux ouvrages, et il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord pour dire que Mariana Enriquez était vraiment très douée dans le format court, et qu'elle perdait un petit peu en rythme sur des formats plus longs comme ce roman. Et bien personnellement je suis pas trop d'accord, parce que même si j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce recueil,
je n'ai pas été marqué au fer chaud comme je l'ai été sur Notre part de nuit. Parce que j'ai trouvé que même si dans Notre part de nuit, le rythme n'est pas parfait, qu'il y a certes des longueurs, j'ai trouvé que toutes ces longueurs participaient vraiment à l'immersion dans le récit, à l'immersion dans cette Argentine horrifique et dans voilà, toute cette mythologie un petit peu, toute cette sorcellerie qui baigne ce pays, du moins dans la manière dont l'autrice nous le dépeint. Et vraiment, ce livre m'a laissé une sensation tellement forte, je l'ai trouvé tellement parfait dans ses imperfections, que voilà, c'est un de mes livres préférés, là où j'ai trouvé que Ce que nous avons perdu dans le feu était très sympa, une bonne introduction à l'univers de l'autrice si on veut la découvrir, mais qu'on a peur de se lancer dans un truc aussi énorme. Mais voilà, dans mon cœur, Notre part de nuit reste number one. J'ai l'impression que l'image, elle est genre cramée par le soleil là sur mon visage. J'espère que ça va aller pour le montage. Et on va continuer avec un deuxième ouvrage qui, pour le coup, a été un petit peu plus en demi-teinte. C'est un service presse que j'ai reçu de la part de Albin Michel, Imaginaire. Service presse que j'ai moi-même demandé parce que c'est un livre que j'attendais vraiment avec impatience. J'avais failli l'acheter lors de sa sortie en version originale. Il me tentait beaucoup. Et finalement, j'ai attendu un petit peu et j'ai bien fait puisqu'il est finalement sorti en version française. Il s'agit de La maison aux pattes de poulet de Jada Rose Nethercott. C'est édité donc chez Albin Michel Imaginaire avec cette sublime couverture qui a été faite par Anouk Faure. Anouk Faure qu'on connaît très bien ici, puisqu'on a adoré La Cité diaphane. Dans La maison aux pattes de poulet, on va suivre les deux descendants de Baba Yaga. Baba Yaga qui est donc une figure de la sorcière très très connue, issue de ce qu'on va appeler la mythologie slave. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas la légende de Baba Yaga, ce n'est pas très grave, parce que grâce à ce livre, j'ai appris qu'il existait plein de versions différentes de cette légende, que toutes ces légendes ont en commun cette fameuse maison donc aux pattes de poulet, et qu'aucune de ces légendes n'est forcément vraie ni n'est forcément fausse. C'est un peu un mystère que je vous laisserai découvrir dans ce livre. Mais bon, je ne vais pas trop me perdre dans mes explications. Donc dans ce livre, on va suivre les descendants de cette sorcière slave. Descendants qui sont donc un frère et une sœur, qui se nomment Isaac et Bellatine. Ces deux jeunes gens vivent aux États-Unis, mais voilà, ce sont des enfants d'immigrés russes. Et Isaac et Bellatine ont chacun un pouvoir un peu extraordinaire, un pouvoir magique, quoi. Isaac peut changer d'apparence à volonté, c'est un genre de caméléon qui va d'ailleurs user de son don pour gagner sa vie, même s'il vit un peu comme un misérable. Et Bellatine, quant à elle, elle est en total rejet de son don, et je vous laisserai comprendre pourquoi. Mais Bellatine peut insuffler la vie à des objets lorsqu'elle les touche. Comme je vous le disais, Isaac et Bellatine vivent tous les deux aux US, ils ne se côtoient pas trop, mais un jour ils vont se retrouver réunis parce qu'ils vont hériter d'une maison, la fameuse maison aux pattes de poulet, qui va leur être amenée directement aux États-Unis. Et ensemble, un concours de circonstances va faire qu'ils vont monter un spectacle de marionnettes itinérant. Alors oui, ça paraît très très bizarre, mais dans l'histoire c'est plutôt logique, puisque Isaac et Bellatine sont des enfants alors pas de forains, je ne sais pas quel est le bon mot, mais en gros leurs parents étaient marionnettistes. Sauf que cette histoire serait bien trop belle et joyeuse s'il n'y avait pas un antagoniste, et cet antagoniste c'est Ombre Longue. Ombre Longue, c'est une entité démoniaque, c'est un peu le mal incarné, qui va poursuivre nos frères et sœurs parce que Ombre Longue va essayer de faire main basse sur la maison. Pourquoi, comment, quels sont ses desseins? Je ne peux pas vous en dire plus. Au final, je pense qu'on peut dire que La maison aux pattes de poulet, c'est une histoire sur la mémoire collective et sur l'héritage. Dans le roman, on apprend énormément de choses sur le folklore slave, sur l'histoire donc de Baba Yaga, et aussi sur l'histoire du peuple juif russe au sortir de la Première Guerre mondiale. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Malgré tout, le récit n'a pas trop pris sur moi. J'aurais bien du mal à vous expliquer ce qui n'a pas marché pour moi, ce qui a fait que, voilà, je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Je pense que déjà, le côté spectacle de marionnettes itinérant, c'est un truc qui a pas trop marché, parce que moi, déjà de base, dans un roman, quand il est question de cirque, de trucs un peu comme ça, itinérants, c'est jamais un truc qui me plaît de ouf. Je me souviens que j'avais testé plusieurs livres comme ça qui parlent de cirque, de troupes itinérantes, et à chaque fois, le livre me tombait des mains. Donc je pense vraiment que c'est une thématique qui n'est pas faite pour moi.
Et c'est quelque chose qui n'était pas mentionné sur la 4e de couverture, et je pense que si je l'avais su en amont, ben je l'aurais peut-être pas lu. J'ai eu un petit peu de mal à m'attacher aux personnages, à m'attacher au texte, même si c'est très bien écrit. Je me suis senti pendant toute ma lecture très détaché du texte, comme extérieur un petit peu à l'histoire. Et donc voilà, c'était pas une mauvaise lecture, mais c'était pas non plus une très très bonne lecture. Et pour tout vous dire, j'ai un peu fini la fin en diagonale, même si j'ai trouvé que les derniers chapitres gagnaient beaucoup en intensité et que mon intérêt est un peu revenu sur la fin. Et donc c'est pour ça un petit peu que je nuance mon avis dans cette vidéo, parce que en le lisant, je me rendais bien compte que c'était pas un mauvais livre, que c'est un livre qui peut plaire et qui, je pense, va plaire à beaucoup de personnes, mais pour moi ça l'a pas fait. Il y avait un truc voilà qui collait pas pour moi. Et je pense que si dans l'ensemble vous aimez les histoires d'héritage, les troupes de cirque un peu mystérieuses ou de marionnettistes, ce côté un petit peu fantastique qui glisse dans le réel, sans pour autant que les personnes ne s'interrogent trop sur ces faits magiques, il y a vraiment genre un côté réalisme magique, mais magique plus plus. Je m'exprime hyper mal, c'est une catastrophe. Enfin voilà, dans l'ensemble c'est pas un mauvais roman, c'est juste que pour moi ça a pas marché. Mais voilà, si les quelques mots-clés que je vous ai sortis pendant cette review vous parlent, je pense que vous pouvez tout de même vous y plonger, et ça devrait marcher. Et on va continuer avec un livre très court que j'ai lu genre en une soirée. Il s'agit de Fou de Vincent de Hervé Guibert. On sort complètement de la science-fiction, fantasy, fantastique. Ici on est sur de la littérature blanche autobiographique, écrite donc par Hervé Guibert, auteur qu'on ne présente plus et que je n'avais encore jamais lu jusqu'à présent. Dans Fou de Vincent, on va suivre en fait plusieurs extraits des carnets, des journaux intimes de Hervé Guibert. En fait, il a repris un petit peu tous ces journaux intimes et il a repris toutes les entrées où il parlait de Vincent, ce garçon dont il était fou amoureux. Et il a compilé un petit peu tous ces extraits pour retracer leur histoire d'amour qui n'en est pas vraiment une. Là où Fou de Vincent se démarque un petit peu de tous ces récits amoureux, de tous les récits intimes qu'on peut lire chez certains autres auteurs, là où c'est intéressant, c'est que Fou de Vincent n'est pas écrit, enfin du moins on ne le lit pas dans l'ordre chronologique, mais plutôt dans le sens inverse chronologique. Comment est-ce qu'on dit? Il est antidaté? J'ai un manque cruel de vocabulaire, c'est dramatique. Pour faire simple, le livre commence avec le décès de Vincent, et on va suivre toute leur histoire à l'envers jusqu'au jour de leur rencontre. La relation entre Hervé Guibert et Vincent, elle n'était pas forcément très saine, déjà parce que Vincent, c'est un jeune homme qui se droguait beaucoup. Donc Hervé Guibert en a un peu souffert malgré lui, et les deux parfois s'entraînaient mutuellement dans des spirales infernales. Et surtout, Vincent était un jeune homme, là où Hervé Guibert était déjà un homme pas d'âge mûr, mais voilà quoi. Il y avait une différence d'âge assez significative entre ces deux personnes, donc je pense que certains pourront tiquer quand on parle d'histoire d'amour, parce que clairement, ils se sont rencontrés quand Vincent avait certainement 15-16 ans, voire avant, je crois, et Hervé Guibert était déjà un homme quoi. Malgré tout, c'est un texte qui m'a beaucoup touché, c'est un texte assez cru, donc c'est clairement pas réservé à un public jeune, hein, c'est réservé à des adultes avertis qui savent très bien ce qu'ils vont lire, parce qu'on y parle de sexualité, avec des scènes explicites, des mots crus, on parle de dépendance affective, de dépendance à l'alcool ou à la drogue, et voilà, c'est un récit que j'ai trouvé très beau, très touchant, dans la mesure où tout est vrai, ce sont vraiment des extraits des journaux intimes de Hervé Guibert. J'ai trouvé ça très fort de commencer la première page avec le décès de Vincent, parce qu'on est vraiment, enfin on sait que c'est une histoire qui va mal se finir, puisqu'on commence par la fin, et j'ai trouvé que la fin du récit, qui est donc le début de leur histoire, était vraiment très belle, très touchante. Je crois que j'ai peut-être lâché une larme ou deux. J'ai corné quelques pages, il y a quelques extraits qui m'ont fait une très très forte impression. Voilà, si vous aimez les livres qui parlent d'amour, si vous aimez les histoires d'amour LGBT, si vous êtes vous-même un homme gay, je pense que ça va vous parler. Voilà, c'était une très belle plongée dans la plume de Hervé Guibert. C'était le premier que je lisais, mais ce ne sera clairement pas le dernier. Et vu qu'on est sur de la littérature blanche, autant y rester, puisque j'ai lu un autre livre assez court au mois de janvier, qui est Littoral de Wajdi Mouawad. C'est une pièce de théâtre, ça faisait des années que j'avais pas lu de théâtre. Si vous ne le connaissez pas, Wajdi Mouawad, c'est un auteur québécois très connu, qui n'est pas juste auteur, le mec touche à tout. Je suis allé voir sa fiche sur Wikipédia, il est
Il est homme de théâtre, metteur en scène, dramaturge, comédien, directeur artistique, plasticien, cinéaste et auteur. C'est plutôt pas mal. Et Wajdi Mouawad est né au Liban, Liban qu'il a quitté à l'âge de 10 ans à cause de la guerre civile, et c'est comme ça qu'il a émigré donc au Canada. Et cette migration du Liban vers le Canada, je pense que c'est quelque chose qui l'a énormément marqué, puisqu'on retrouve énormément de ça dans Littoral, mais de ce que je sais, ça se retrouve aussi dans toutes ses autres œuvres. Pour vous remettre un petit peu l'œuvre dans son contexte, Littoral, c'est la première pièce de théâtre des 4 pièces qui forment ce qu'on appelle le Sang des promesses. C'est un peu comme une saga, mais une saga de pièces de théâtre. Et toutes ces pièces de théâtre ont des thématiques un petit peu communes, sans forcément qu'on retrouve à chaque fois les mêmes personnages. Ici, dans le Littoral, on va retrouver donc un personnage dont j'ai oublié le nom, Wilfried, qui apprend que son père est mort, et à cause d'une histoire familiale, eh bien, sa famille refuse que son père soit enterré avec sa mère au Canada. Et donc Wilfried va emmener la dépouille de son père pour la ramener dans son pays natal, pays qui n'est jamais mentionné, mais on comprend très bien qu'il s'agit certainement du Liban. Et donc Wilfried va emmener le cadavre de son père au Liban pour pouvoir lui trouver une sépulture décente, pourquoi pas dans le village où il est né. Bien entendu, les choses vont être un petit peu plus compliquées que prévu. Sur sa route, Wilfried va rencontrer de nombreux personnages, et comme je vous le disais, on va avoir une grande thématique qui est donc la thématique de la filiation, de la parentalité, de la figure du père dans la construction sociale d'un individu. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit, très intéressant. Il y a un côté très absurde parce que Wilfried transporte le cadavre de son père et il discute beaucoup avec lui, et son père lui répond alors qu'il est censé être mort. Et Wilfried aussi discute beaucoup avec un genre d'ami imaginaire qui le suit un petit peu depuis qu'il est enfant et qui prend les traits d'un chevalier. Il y a beaucoup de scènes un peu absurdes, un peu incongrues où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça reste très intéressant. Il y a un message de fond qui est, je trouve, très percutant et qui m'a beaucoup plu. Et j'ai beaucoup aimé tous les personnages qui vont venir graviter comme ça autour de Wilfried. Voilà, c'est une première pièce de théâtre qui m'a beaucoup plu. La seconde pièce s'appelle Incendie. Et Incendie, je l'ai lu quand j'étais ado. Et je me souviens que ça m'avait fait très forte impression, mais je me souviens plus de grand chose. Donc j'ai hâte de lire Incendie, que j'ai déjà acheté. Et j'aimerais beaucoup sur 2024 lire les 4 pièces qui forment donc le Sang des promesses. Et j'ai aussi l'intention de lire Anima, qui là pour le coup est un roman, et je vous en parle pas plus ici parce que je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler plus tard en vidéo. Dans tous les cas, c'était une très bonne lecture, c'était vraiment un plaisir de replonger comme ça dans une pièce de théâtre. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu, et donc si vous aussi vous avez envie de lire un petit peu de théâtre contemporain, je vous conseille vraiment l'œuvre de Mouawad. Pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Et terminons cette petite review avec une dernière lecture que j'ai faite donc aussi au mois de janvier, et qui n'est autre que la lecture commune du Book Club, puisque au mois de janvier, nous avons lu Terre-Mère de Ursula Le Guin. Le Guin, Le Guin, il y a 2 teams sur la prononciation. Et alors je vous rassure tout de suite, non, nous n'avons pas lu les 1800 pages, oui, les 1800 pages que forme Terre-Mère. On a lu que le premier tome. Terre-Mère, c'est une saga, ou plutôt un cycle de fantasy, qui a donc été écrit par Ursula Le Guin. Pour cette lecture commune, on a donc lu le premier tome, qui s'intitule Le sorcier de Terre-Mère, et pour le coup, vraiment, c'est pas un très gros roman, ça fait à peine 300 pages. On dirait que j'ai vraiment pas lu grand chose dans cette intégrale, mais sur un intégral de 1800 pages, je suis plutôt content d'avoir commencé en douceur par un tome. Et alors, quelle découverte! Vraiment, j'ai adoré ce premier tome de Terre-Mère. J'ai trouvé ça prenant, magnifiquement bien écrit, inventif, très beau. Cet univers-là, il m'a passionné. J'ai trouvé le système de magie très simple, mais en même temps tellement efficace, tellement utilisé de manière intelligente. Tout est brillant, tout est intelligent, tout est bien. Je vous avoue que quand je me suis lancé dans Terre-Mère, j'avais un petit peu peur, parce qu'on m'avait dit « Ouais, tu vas voir Terre-Mère, trop bien, trop beau, trop bien écrit ». Mais bon, faut pas avoir peur de se faire chier, parce que c'est très contemplatif, c'est très lent, et au final, il se passe pas grand-chose. Pardon, il se passe pas grand-chose. Limite, genre, j'ai trouvé qu'il se passait trop de choses. En fait, là où c'est très bien écrit, c'est que chaque chapitre est comme une petite histoire à part entière, mais qui
qui s'inscrit dans un grand fil rouge qui est donc ce premier tome. Et vraiment, j'ai trouvé que chaque chapitre nous racontait une histoire différente et à chaque fois dans une zone différente de cet archipel qui est Terre-Mer. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. On y suit le personnage de Ged, moi je le prononce Ged, mais peut-être que ça se dit Ged. Et au tout début de ce récit, on nous dit que Ged est vraiment le plus grand sorcier de Terre-Mer, le plus grand magicien qu'on ait jamais vu sur Terre-Mer, mais qu'avant de devenir ce héros historique, eh bien, il a traversé des épreuves pas simples, et donc on retombe dans son enfance. Et voilà, et on le suit au tout début de sa vie, quand c'est encore qu'un petit gosse qui vit dans un petit village sur une toute petite île de Terre-Mer, qui est donc un archipel qui compte des centaines d'îles. Et voilà, et on suit ce petit gamin qui apprend la magie parce que la sorcière du village lui apprend 2 ou 3 trucs. Et une chose en entraînant une autre, eh bien, Ged va sauver son village, être admis à l'école de magie de Terre-Mer, va suivre un apprentissage hors norme, va devoir traverser certaines épreuves un petit peu tragiques qui vont l'amener vers une certaine quête dont je ne vous dirai pas grand chose parce que sinon on perd tout l'intérêt de la lecture. Mais vraiment, j'ai trouvé ça hyper prenant, si bien écrit. Je me suis attaché à tous les personnages, mais aussi à tout cet univers, et vraiment j'ai hâte d'y replonger. Et après avoir lu Terre-Mer, je comprends pourquoi tant de gens me disent que Terre-Mer c'est fondateur pour la fantasy contemporaine, parce que quand on lit le roman, on se dit « Ah, c'est du déjà vu », mais je pense que c'est plutôt tout ce qu'on a lu après Terre-Mer qui a recyclé plusieurs idées qu'on trouve dans ce récit. Et voilà, j'ai vraiment passé un super moment de lecture, j'ai hâte de lire le second tome. Je pense que si vous aimez la plume de Robin Hobb, et s'il y a des fans de l'Assassin Royal par ici, vous pouvez vous plonger dans Terre-Mer, je suis persuadé que ça va vous plaire. Dans tous les cas, si vous aimez les romans initiatiques, la fantasy, la magie, les écoles de magie, les grandes quêtes, bref, lancez-vous, je pense que vous serez conquis. Et bah écoutez, là-dessus, c'est la fin de cet update, c'est la fin de la review de ces 5 livres, 5 lectures qui donc ont été plutôt bonnes. J'ai encore plein de belles lectures qui m'attendent pour les prochains mois, je me suis fait un planning aux petits oignons, et donc j'ai bon espoir de revenir très bientôt en vidéo avec, je l'espère, un premier grand coup de cœur, parce que là pour l'instant, même si c'est des très bonnes lectures, j'ai pas encore eu ce gros coup de cœur là que j'attends pour 2024. Et écoutez, là-dessus, eh bien moi je vais m'attaquer au montage pour pouvoir me remettre au plus vite dans mes lectures. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à liker, ça fait toujours plaisir et c'est toujours très motivant. Là-dessus, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!